C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois dans le cadre de ce check-up. Cette émission est consacrée à un véritable problème qui dérange, voire même qui déstabilise beaucoup de couples et perturbe la quiétude de beaucoup de femmes. La stérilité ou l'infertilité, on en parle dans check-up juste après ce dossier. Les enfants, un bonheur incommensurable et un rêve que caresse toute personne dès son jeune âge. Mais ce rêve peut être brisé à cause d'une situation d'infertilité. Une des crises profondes qui peut surgir dans la vie d'un être et qui souvent inquiète, déstabilise et parfois perturbe beaucoup des couples à travers le monde. Ce dysfonctionnement au niveau de l'organisme apparaît comme un vrai problème pour la santé physique et même mentale d'une personne. Une complication qui peut être résolue grâce notamment à la progression à un rythme exceptionnel des procédés thérapeutiques. D'où l'utilité de consulter un médecin en cas de problème de fécondité. Il y a 3 ans, se marier Jolie. Le diagnostic médical renseigne aucun problème au sein de son couple, mais sans enfant jusque-là, elle et son mari restent optimistes. Je suis mariée depuis maintenant 3 ans, mais j'ai pas encore d'enfant. Et positivement, avec plein d'assurance, je sais que j'en aurai. On a vu plus d'un médecin parce que le tout premier on s'est dit peut-être qu'il n'a pas des matériels qu'il faut, peut-être qu'il n'a pas vu ce qu'il devrait voir. On a dû voir 3 différents médecins, mais fort heureusement pour nous, il n'y a rien. Avant même que les gens soient inquiets, c'est vous-même la personne qui est inquiète. Entre guillemets, je me suis mariée à un âge avancé, comme les gens disent. Alors, pour moi, je voulais bien que le mois qui suivait, j'attende famille et 9 mois après avoir un enfant ou des enfants, pourquoi pas. Les 3-4 premiers mois de mon mariage, c'est moi qui étais vraiment inquiète. J'étais dans tous les sens en tout cas. Mais au fur et à mesure, je suis patiente. Pas très patiente parce que ce ne sera pas vrai, parce que je désire. Mais je sais que ça viendra. Surtout qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi je devrais m'inquiéter? Optimiste, tel est l'état d'esprit des nombreuses femmes aux situations similaires de Jolie. L'espoir est permis malgré les attentes qui ont déjà duré des années. Je me suis mariée en 2008, ça fait déjà 7 ans. Ma vie de couple, je l'amène comme il se doit. Mais sauf que j'ai un peu de problèmes. On a de problèmes du côté fertilité. Je conçois à maintes reprises, mais sauf qu'il y a interruption de la grossesse. Ou comme la fois dernière, j'avais conçu, mais je ne savais pas. J'avais un peu de malaise, j'ai pris quelques produits et comme j'avais de problèmes de tension, quand nous sommes allés voir le médecin, on a effectué quelques examens et c'est par là qu'on nous a dit que j'avais avorté. Avant, c'était pénible parce qu'à chaque fois qu'on abordait ces sujets, je fondais en larmes. Mais c'est plus pour l'instant. Et surtout qu'on a effectué des examens, j'ai le soutien de mon mari, de notre entourage, de ma famille. En tout cas, cela ne me dérange pas. Mais 2 fois, ça me revient. Mais je sais qu'un jour, j'aurai mes enfants. Et on sait qu'avec l'aide du Seigneur, tout ira bien. Les causes sont pourtant multiples et d'ordre scientifique, physiologique, psychologique et parfois l'en prétend même spirituel. Mais une bonne prise en charge mêlée à la persévérance peut être un moyen efficace pour sortir de ce problème. Généralement dans nos cultures africaines, on ne voit que la femme, mais il n'y a pas que la femme. Des fois, le problème il ne vient pas de la femme, il vient de l'homme. Moi, je n'ai pas de problème, mon mari non plus n'a pas de problème. Mais n'empêche qu'on pose des questions. Est-ce que vous avez vu un médecin? C'est pour moi l'occasion d'apaiser toutes ces femmes qui ont peut-être plus d'années de mariage que moi, ou moins, mais qui s'impatientent. S'il n'y a rien, que faire si ce n'est que s'en remettre à Dieu? Parce que c'est Dieu qui donne en fait. Et pour ceux qui veulent compter sur l'évolution de la science, des méthodes telles que la fécondation in vitro ou l'insémination artificielle sont à ces jours utilisées pour aider les couples à concevoir.
Je reçois sur ce plateau le docteur Antoine Modia Oyanjo. Il est gynécologue obstétricien, échographiste et spécialiste en fertilité. Il est également professeur d'université et c'est à l'Université d'État de Liège. Bienvenue sur ce plateau, docteur. Merci beaucoup. Docteur, on vous invite sur ce plateau pour parler de la stérilité. Et pour commencer, docteur, j'aimerais vous poser une question. Oui. Est-ce que la stérilité est une maladie? Écoutez, dans la mesure où ça entraîne une souffrance psychologique importante, parce que lorsqu'on n'a pas d'enfant, c'est une véritable souffrance, on peut parler de la maladie. Mais en fait, je vais dire que c'est la conséquence de plusieurs maladies. On parle de stérilité, on parle d'infertilité. Est-ce qu'on peut essayer déjà, au début de cette émission, de pouvoir établir une démarcation entre les deux termes? En fait, l'infertilité, c'est le fait que, parce qu'il faut aussi dire une chose, on ne peut pas parler de la stérilité ou de l'infertilité pour une personne. C'est un problème de couple, en fait. Parce que pour avoir un enfant, il faut être deux. Et s'il y a un problème, à ce moment-là, il faut savoir d'où vient le problème, où se trouvent les problèmes pour essayer de les résoudre. L'infertilité, c'est la difficulté qu'a un couple d'avoir un enfant vivant après 2 ans de cohabitation commune, en ayant des rapports sexuels réguliers normaux. Et au bout de 2 ans, si on n'a pas d'enfant, on peut déjà commencer à parler de l'infertilité. Et si on insiste et qu'on ne trouve pas des solutions et que ces couples se retrouvent au bout de toutes ces explorations, au bout de tous les traitements sans enfant, alors à ce moment-là, on parle de la stérilité. Au bout de toutes ces explorations, après combien de temps peut-on déclarer qu'un couple est stérile? Au-delà de 2 ans. Au-delà de 2 ans, malgré tout ce qu'on a pu faire et que le couple n'a pas d'enfant, eh bien, ça devient une stérilité, donc c'est définitif à ce moment-là. Mais ceci dépend des causes dont on va parler certainement maintenant. J'aimerais déjà peut-être parler de ça. Vous êtes médecin, gynécologue, obstétricien et spécialiste en fertilité. Cela veut dire que chaque jour, dans votre quotidien, vous rencontrez ces genres de problèmes, des couples qui viennent exposer leurs problèmes. Docteur, quelles seraient les causes exactement des cas Alors, pour comprendre tout ça, il faut dire des choses. Il faut dire 2 choses. D'abord, il y a ce qu'on appelle la stérilité primaire. Donc, elle est primaire, c'est-à-dire que, eh bien, la personne vient au monde avec ses problèmes. Alors, la stérilité peut être également secondaire, c'est-à-dire que c'est une personne qui était normalement constituée. Je voudrais rapidement dire, pour qu'une femme puisse avoir la possibilité d'avoir des enfants, cette femme doit être normalement constituée, comme vous là, mais à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a des organes de la reproduction et qui sont notamment la matrice, qu'on appelle l'utérus, les trompes, les ovaires, évidemment, et les cerveaux qui doivent bien fonctionner. Alors, nous, quand quelqu'un vient nous poser ces genres de problèmes, eh bien, la première chose qui me vient en tête, c'est savoir est-ce que tout cela fonctionne normalement. Est-ce que cette femme a une matrice? Est-ce que cette femme a des trompes qui sont perméables et fonctionnelles? Est-ce qu'elle a des ovaires qui fonctionnent, malgré ses apparences, ok? Eh bien, je regarde la femme et je regarde aussi l'homme. L'homme doit être normalement et de manière fonctionnelle, bien constituée. Normalement, un homme normal doit avoir la possibilité de mettre les cellules germinales qu'on appelle des spermatozoïdes. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de ces organes génitaux qui font qu'elle a ces genres de problèmes où elle n'en produit pas? Il n'en produit pas beaucoup, ou il en produit moins, ou il en produit beaucoup mais qui sont mal formés. Il y a tout un tas de problèmes. Donc la quantité également est un facteur. La qualité, la mobilité, eh bien, constituent ce qu'on appelle la fécondance. S'il y a un moindre problème à ces côtés-là, eh bien, il faudra voir comment on peut y remédier. Là, on parle de stérilité secondaire. Voilà, ça c'est la stérilité secondaire parce qu'au départ, primaire, il y a des femmes qui viennent au monde, par exemple, sans matrice. Donc cette femme n'aura jamais d'enfant. C'est pour ça qu'il faut tout le temps, quand on envisage un mariage, il faut faire ce qu'on appelle les examens prénuptiaux. C'est au cours de ces examens qu'on peut découvrir qu'il y a déjà des problèmes, on prévient. Si ce sont des problèmes qu'on peut résoudre, bien, le couple est bien prévenu, on va résoudre les problèmes. Voilà les types de traitements, on en parlera tout à l'heure. Eh bien, s'il y a un problème définitif, comme le fait de ne pas avoir une matrice, donc on n'aura jamais d'enfant, ou on a une matrice, mais une matrice mal formée, parce que des
petites matrices ou des matrices qui sont complètement cloisonnées. Donc il y a beaucoup de choses, mais nous devons le savoir au cours d'un examen, par exemple. Donc un homme peut venir au monde parfaitement stérile parce que les testicules, il y a un problème de chromosomes, il y a un problème de malformation Et là, ce sont des cas qui sont irréversibles. Ce sont des cas qui sont irréversibles, c'est primaire. Dans le cas de problème des matrices, par exemple, on peut corriger. Si c'est une cloison, on peut enlever la cloison. Il y a des femmes qui naissent avec une matrice normale et qui fonctionne normalement, mais avec un arrêt au niveau du vagin. On a parlé tout à l'heure de vierge. Il y a des femmes qui ont des limens et qui ferment complètement l'orifice. Et par là, docteur, sans vous interrompre, je vais vous poser une question. Certaines personnes disent que lorsque vous êtes vierge jusqu'à un certain âge, plus de 30 ans, vous aurez des problèmes de conception. Non, non, je ne crois pas. Au contraire, il faut garder sa virginité si vous avez une raison pour garder sa virginité jusqu'à 30 ans. Hein, mais je crois que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le fait de ne pas avoir eu de rapport et tout ça vous protégerait parce que vous savez bien maintenant, tout à l'heure, on va parler peut-être de facteurs favorisants, qui favorisent l'infertilité ou la stérilité. C'est par exemple des infections sexuellement transmises liées au rapport précoce sur le plan sexuel, je vais dire. Quand on a commencé des rapports précocement et avec des partenaires qu'on ne connaît pas et sans protection, on a plus de chances de pouvoir développer des infections sexuellement transmises qui peuvent avoir des répercussions, de séquelles sur les organes dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment les trompes, qui sont des petites tubulures qui peuvent donc s'abîmer facilement, ou alors des matrices qui sont abîmées tout simplement parce qu'on a eu des rapports précocement et on a eu des grossesses non désirées et qu'on a eu des avortements dans des conditions difficiles, clandestines. À ces moments-là, ça peut entraîner donc des lésions au niveau de la matrice dont je vous ai parlé, qui est en fait, si vous voulez, la couveuse où doit se développer la grossesse, ou les trompes qui sont abîmées facilement, mais malheureusement, ça peut entraîner des infections qui peuvent vous emmener vers de complications de type chirurgical. Moi, je ne conseille pas aux jeunes filles qui n'ont pas encore eu d'enfants de pouvoir se faire opérer, parce que maintenant, c'est la mode. Hein, donc, voilà, on a vu un kyste par ici, l'appendicite par là, et on vous opère, et habituellement, il s'est fait des cicatrices à l'intérieur qu'on appelle des adhérences, et ces adhérences peuvent compromettre une bonne captation de l'œuf au moment de l'ovulation. Docteur, puisque vous êtes un médecin, vous évoluez ici en République démocratique du Congo, est-ce que vous pourriez nous dire des cas, est-ce qu'il y a de plus en plus des cas des personnes qui viennent vous rencontrer pour des cas d'infertilité? Mais sinon, on ne serait pas là. En fait, j'ai dans mon bureau des dossiers qui datent, bon, ça fait quand même plus de 25 ans que j'exerce le métier. Je vous dis que j'ai une quarantaine de milliers de dossiers. Ça signifie quand même que les problèmes existent. Les statistiques ne sont pas très claires sur le plan global pour dire, voilà, j'ai par exemple 100 femmes et là-dedans, il y a 60 femmes, ou 100 couples, je parle de couples, ou 60 couples qui ont ce genre de problèmes. Mais de plus en plus de gens viennent nous voir pour ces problèmes. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans les pays autres que le nôtre, les pays développés, les pays riches, le problème de stérilité est lié plutôt à des défauts des ovaires, de fonctionnement de l'ovaire. Ici, chez nous, c'est habituellement un problème organique, c'est-à-dire c'est lié au fait que les trompes sont abîmées ou que la matrice a été complètement abîmée. Je voudrais dire une chose d'emblée. Si vous voulez avoir des problèmes de stérilité, mais il faut que ces problèmes soient liés à vos trompes, mais pas à votre matrice. Parce que si vous abîmez votre matrice, eh bien, il y a ça devient compliqué. Donc, compliqué, parce que lorsque les trompes ou les ovaires ne fonctionnent pas très bien, on peut essayer de trouver une solution, mais si la matrice est abîmée ou on l'a enlevée, il n'y a plus de solution du tout, hein, quel que soit le nombre de prières qu'on peut faire. Parce qu'habituellement, on dit on peut avoir des enfants sans matrice. Moi, je crois à tous les miracles, mais je crois que lorsqu'on n'a pas de matrice, on ne peut pas avoir des enfants. Parce que la matrice est d'ailleurs là le siège. Voilà, vous comprenez, c'est ça les termes. La matrice, c'est le siège, c'est là où se met l'enfant. Et si ceci est abîmé, et notamment à cause des infections, notamment à cause des curettages répétés et mal faits, à ce moment-là, ben, on a de gros problèmes. On a de gros problèmes. On peut avoir des problèmes avec les trompes et avoir une solution, parce que je crois que c'est ça aussi.
qu'est-ce que nous faisons? Quand nous trouvons qu'il y a un problème, nous suggérons des solutions. Et les solutions plus faciles, c'est par exemple lorsque les ovaires posent des problèmes et que les ovulations ne se font pas normalement. Parce que le problème, c'est ça aussi. Je crois qu'il faut que je résume en disant, pour avoir un enfant, il faut d'abord qu'une femme puisse ovuler. Pour qu'elle ovule, il faut que son cerveau fonctionne normalement. Une femme peut avoir des ovaires et la matrice et les trompes tout à fait bien constituées, mais lorsqu'elle commence à avoir des problèmes avec son cerveau, des problèmes liés tout le temps stressée, voilà, des petits soucis des problèmes de foyer, liés à la société, voilà, elle vient de se marier, eh bien ce sont de tantes, de belles-sœurs qui commencent à poser des questions. Mais parce qu'en Afrique, docteur, faudrait le dire, c'est juste l'homme qui a des problèmes. Souvent, on ne voit pas, c'est la femme qui a plus des problèmes et non l'homme. Et c'est une faute grave de raisonnement, parce que comme je dis, pour avoir un enfant, il faut être à deux. Et il est bien décrit aujourd'hui que lorsqu'il y a un problème de couple, il y a un problème de l'homme. L'homme est impliqué à 30% là-dedans, la femme peut être impliquée elle-même dans 30% des cas, les deux peuvent avoir les problèmes dans 30% des cas, ça fait 90%. Il y a 10% réservé à l'inconnu jusqu'à présent, la science est en train de déblayer. Donc, parfois, c'est étonnant quand quelqu'un vient, donc un couple vous arrive, vous faites tous les examens nécessaires, vous trouvez que la matrice, elle est là, elle est normale, les trompes fonctionnent, les ovaires aussi, et vous voyez l'homme, c'est un homme viril, donc la virilité n'a rien à voir avec la fécondité, on en parlera peut-être, mais je vais dire que sous le plan de son spermogramme, eh bien, tout est tout à fait normal, et malgré tout ça, ces couples n'arrivent pas à avoir des enfants. C'est peut-être génétique, moléculaire, mais ça c'est plus tard. Donc il y a toujours 10%, jusqu'à présent, à peu près 10% de causes inexpliquées. Docteur, est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent prédisposer à la stérilité? Oui, commençons par des malformations congénitales. Que vous avez expliqué tout à oui, l'heure. vous pouvez venir au monde avec des problèmes déjà, ok? Ça, nous le savons lorsque nous vous examinons ou lorsque le problème se pose. Dans le cas de ce que j'ai dit tout à l'heure, avec l'hymen qui est complètement fermé et la matrice fonctionne normalement. On peut faire une petite chirurgie? Attends, mais d'abord, c'est la femme qui vient vous dire que je n'ai pas mes règles alors que j'ai déjà 15-16 ans. Mais ce qui m'arrive, c'est que chaque fois, tous les mois, j'ai des douleurs atroces et ces douleurs augmentent de manière progressive. Et ça, c'est vraiment le puce à l'oreille. Et quand nous regardons, on se rend compte que l'hymen n'est pas ouvert. Donc nous devons alors, comme vous avez dit, faire une petite chirurgie. Nous cisaillons l'hiver et vous allez sortir de règles qui ne sortaient pas. Qui est bouché. Parce que c'était bouché, ça s'accumulait à l'intérieur. Ça peut s'accumuler dans le vagin, dans l'utérus et au niveau des trompes et même parfois c'est déversé dans le ventre. Mais est-ce que si on arrive à détecter cela tard, ça peut également causer beaucoup de choses sur la santé de la femme? Oui, mais il faut le faire parce qu'en fait c'est une femme qui souffre, elle est malade parce que les règles ne sortaient pas et ça s'accumule dans son ventre, dans la matrice, dans les trompes et puis ça peut se déverser dans le ventre et entraîner des irritations et c'est vraiment une souffrance terrible. Mais en le faisant, on peut vider tout ça et que la femme, si la femme n'a pas beaucoup de problèmes, si l'homme ne pose pas de problème, on peut trouver une solution. Alors, l'homme aussi peut naître avec ce genre de problèmes, mais la plupart des temps, c'est secondaire, lié aux infections, lié au stress de toute la vie, lié peut-être aussi à des chirurgies intempestives. Lorsqu'on s'est fait opérer plusieurs fois, soi-disant des kystes, eh bien, on risque d'enlever aussi les ovaires. Et à ces moments-là, eh bien, c'est une castration qui peut poser des problèmes. Et si l'homme a eu des problèmes, des infections en grandissant, c'est chez l'homme, c'est surtout ce qu'on appelle les oreillons, les maqueros qu'on appelle. À l'âge de 7-8 ans, les hommes peuvent attraper ces genres de problèmes, ces genres de maladies, et ça peut entraîner une destruction de l'usine où se fabriquent les spermatozoïdes. Ça, c'est déjà au départ. Quelques maladies qui peuvent être à la base. Mais l'homme lui-même peut être responsable de son problème parce que, bon, ben, il a eu des rapports non protégés avec toutes ces maladies que vous connaissez, la chaux d'épices. Donc beaucoup de germes peuvent être responsables de la destruction des voies de cheminement des spermatozoïdes à partir des testicules vers l'extérieur. Alors c'est quand même des petites tuyauteries, ça peut être bouché et avoir des problèmes. Ou alors tout simplement il y a un dérèglement hormonal qui fait que cet homme ne fabrique pas nécessairement les cellules germinales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que, docteur, aujourd'hui, on remarque quand même qu'il y a ces femmes
avant de se marier, a eu à avoir un enfant, mais il arrive dans son mariage, il a des problèmes de conception. Quelques années après, Oui. il n'arrive toujours pas, la femme, elle n'arrive toujours pas à concevoir. Et ce même problème peut également se rencontrer chez l'homme qui a eu un enfant avant. Et arrivé dans son mariage, l'homme a du mal à avoir Alors un la raison enfant. la plus simple qui peut, peut-être que ça va vous étonner, mais on n'est pas fait nécessairement l'un pour l'autre. Il y a des couples qui sont dits des couples incompatibles. Incompatibles. Il peut arriver que même dans le couple, le même couple, ils ont eu la possibilité d'avoir un enfant. Un enfant. Et puis plus tard, il n'y a plus rien qui vient. On se pose des questions. Mais tout simplement, à un moment donné, pour une raison inexpliquée, maintenant on peut l'expliquer sur le plan scientifique avec des études très poussées, mais la femme commence à considérer le cellule germinale de son mari comme étant un corps étranger. Et ce qui fait que chaque fois qu'ils ont des rapports, eh bien, la glaire de la femme contient des anticorps antispermatozoïdes. Donc, les spermatozoïdes du mari arrivent, ils sont bloqués sur place. Et nous avons des examens pour le savoir. C'est pour ça que lorsque nous faisons un bilan, nous demandons ce qu'on appelle un test postcoïtal. Donc, le couple a des rapports à la maison. 8 heures après, nous prélevons, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de spermatozoïdes, mais ils sont morts, ils sont retenus, groupés ensemble, ils ne peuvent pas bouger. En tant vous que savez bien- spécialiste en fertilité, vous pouvez ressusciter cela, Écoute, puisqu'ils sont oui, morts. mais c'est justement, ils sont morts. Alors maintenant, il faut s'attaquer aux causes. Mais pourquoi cette femme est en train de pouvoir fabriquer des anticorps antispermatozoïdes de son mari? Eh bien, maintenant, il y a des traitements qui ont été essayés jusqu'à présent. Et il y en a qui continuent à le faire. C'est-à-dire, on doit habituer la femme à reconnaître les cellules de son mari comme étant quelque chose de normal, sans les attaquer, en perfusant à la femme les cellules de l'homme. Ok. Mais ce sont des traitements assez compliqués qui se font dans des centres. Mais c'est pas, et heureusement, c'est pas très courant hein, que les femmes commencent comme ça à s'attaquer aux spermatozoïdes de leur mari. Mais ça peut arriver. Et il suffit de demander à ces couples de se séparer, si vous n'avez pas une autre solution, eh bien, l'homme va pouvoir se marier avec une autre femme compatible. Eh bien, cet homme va avoir des enfants. La femme également peut avoir des enfants une fois qu'elle a quitté le foyer, le premier foyer. Docteur, c'est vrai que vous avez donné beaucoup des causes qui peuvent être à la base de l'infertilité et peut-être plus tard parler de la stérilité. Mais est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'il y a un dépistage qu'il faudrait faire pour pouvoir prévenir toutes ces choses-là? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut commencer par se maintenir. À l'époque, vous savez, nos grand-mère s'est mariée vierge. C'était aussi une façon de pouvoir se préserver parce que son premier homme, ce sera le premier homme et n'a pas eu la possibilité, de se faire infecter. Donc là, c'est quelque chose. Mais lorsqu'on est dans un monde comme le nôtre, la première chose à faire, c'est d'éviter des infections. Pour éviter les infections, il faut ne pas avoir de rapport avant le mariage, mais si on ne peut pas se retenir, lorsqu'on a des rapports, il faut se préserver. Pas seulement vis-à-vis de cette infertilité, mais aussi, vous savez, maintenant, nous sommes dans une génération sida. Lorsque vous avez des rapports non protégés, vous risquez d'avoir un problème de grossesse non désirée, vous risquez d'avoir des infections et vous risquez d'attraper une maladie qui peut être mortelle, par exemple, si vous rencontrez les virus du sida. Donc, c'est la protection, c'est ça. Et au bout, alors, si vous voulez, chaque fois que vous avez envisagé une possibilité d'union, il faut commencer par voir son médecin. Et même si on ne l'envisage pas, normalement, dans le pays qui se respecte, où il y a la culture de fait d'aller voir son médecin, existe. Une culture qu'on n'a pas ici chez nous. Donc il faut susciter la culture. Il faut qu'une fille qui a commencé à avoir ses règles, donc elle est en puberté, et lorsqu'elle commence malheureusement à avoir des rapports non protégés, elle doit pouvoir aller voir son médecin tout le temps. Parce que ça peut être quelque chose de simple de dire à quelqu'un, parce qu'on parle ici de l'infertilité, mais on peut aussi parler de maladies graves comme les cancers du col, par exemple. Vous savez que ces cancers se transmettent par des relations sexuelles. Je vais dire que les lésions précancéreuses sont liées à la présence d'un virus qu'on appelle papillomavirus et que les hommes transmettent et les femmes transmettent également. Et alors, ces lésions peuvent être dépistées le plus tôt possible et avant que ces lésions ne deviennent un cancer, il faut parfois 10 ans. Mais si vous avez été voir
votre médecin, ben, on peut vous dire, là, il y a des petits signes et on peut soigner, on peut surveiller. Docteur, j'aime bien vous appeler ou dire que vous êtes spécialiste en matière de fertilité. Mais lorsque... Vous n'avez pas menti non plus. Ah oui, c'est très bien parce que tout le monde en parle. Mais docteur, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous faites, puisque vous êtes spécialiste, qu'est-ce que vous faites exactement pour aider les personnes qui ont des cas d'infertilité? C'est vrai que vous n'allez pas nous expliquer tous les diagnostics qui doivent être posés. Oui, je vais vous résumer les choses simplement. Ouais. En fait, d'abord, la première chose, c'est ce que vous faites. Déjà, l'information, la sensibilisation, pour dire que la fertilité n'est pas, une fatalité. Hein. Et je vous ai dit, c'est un problème sur le plan social en Afrique. Lorsqu'un couple n'a pas d'enfant, eh bien, ça pose de gros problèmes sur le plan individuel, sur le plan du foyer et sur le plan social. Parce qu'on ne se marie pas en Afrique pour soi, on se marie pour la famille. Pour la famille. Donc c'est déjà un gros problème. Alors, nous faisons des efforts pour résoudre des problèmes qui sont solvables, je vais dire. On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Quand je vous ai parlé de problèmes de malformation congénitale et tout ça, parfois c'est tard, c'est difficile. Lorsqu'on n'a pas de matrice, lorsqu'on a des ovaires qui ne fonctionnent pas, greffer les ovaires, c'est difficile. Mais il y a des choses simples que nous faisons, à commencer par poser des questions simples. Parce que nous, médecins, on n'est pas de féticheurs. Nous avons simplement des stratégies pour arriver à un diagnostic. Les diagnostics, c'est que nous pouvons poser la question, nous pouvons examiner et faire des explorations. Pour poser la question aux organes dont je vous ai parlé, est-ce que la matrice existe? Oui, elle existe. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'a pas de problème? Est-ce que les trompes sont là? Oui, elles sont là. Est-ce qu'elles ont des problèmes? Non. Et là, vous passez, ce sont des examens que la personne doit également faire. Est-ce que les ovaires, est-ce qu'ils fonctionnent? Alors, une fois que nous avons trouvé un problème, par exemple, un problème au niveau des ovaires qui ne fonctionnent pas bien parce qu'elle n'a pas des ovulations tout le temps, nous donnons à cette femme de médicaments pour qu'elle ovule. Voilà, mais on dit que c'est un traitement qui coûte cher, docteur. Les traitements en stérilité coûtent cher, c'est vrai. Mais il y a de moyens pour pouvoir faire en sorte qu'on utilise les médicaments qui ne sont pas nécessairement trop chers, mais il faudra poser d'abord le bon diagnostic parce qu'il ne faut pas commencer par soigner n'importe quoi, il ne faut pas commencer par des interventions. Vous savez aussi que ce qui arrive maintenant, la plupart du temps, en ce qui concerne la matrice, par exemple, on se rend compte tout simplement que cette femme a une matrice bourrée de myomes. Quand vous avez des myomes importants dans la matrice, et il y en a qui sont dans la cavité, ces myomes peuvent expliquer parfois l'infertilité ou alors le fait qu'on a des fausses couches à répétition, des choses comme ça. Mais l'homme peut poser aussi un problème. Parce que quand on regarde, on voit que le problème est chez lui. Donc, il faut déterminer quel type de problème. Est-ce que c'est un problème de peu de concentration des spermatozoïdes? Est-ce que les spermatozoïdes sont abîmés? Est-ce qu'il n'y en a pas? Parce qu'il y a des hommes qui, le fait de pouvoir éjaculer ne suffit pas qu'on est viril, et qu'on est fécondant. Parce qu'il peut y avoir il y a des hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes pour des raisons diverses. À ce moment-là, nous avons aujourd'hui des techniques qui peuvent aider le couple. C'est ce qu'on appelle, parce que vous me posez la question, si tout ce que nous pouvons faire sur le plan médical, nous n'arrivons pas, eh bien, nous retournons vers l'assistance médicale à la procréation. C'est-à-dire, il y a des techniques nouvelles. On parle d'in vitro. In vitro, on commençait par des inséminations, la fécondation in vitro, le mère porteuse, tout ça. Un jour, on aura peut-être le temps d'en parler sur ce plateau. Mais c'est pour dire que, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, autant avoir des problèmes avec ses trompes, mais pas avec sa matrice. Docteur, c'est vrai qu'on tend vers la fin de cette émission. On a beaucoup de choses à se dire, mais on aura encore l'occasion de vous inviter sur ce plateau. Mais j'aimerais vous poser une question, docteur. Quels sont les premiers conseils pratiques que vous pouvez donner à un couple stérile? Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, surtout lorsqu'on se suspecte d'avoir souffert de certaines maladies à l'époque. Il ne faut pas attendre autant de mois. En fait, on dit, lorsque vous avez été ensemble pendant 2 ans en ayant des rapports réguliers, sans protection, vous n'avez pas d'enfant, moi je conseille que lorsqu'on est marié, on est ensemble, je parle de couple, lorsqu'on est ensemble, au bout de 3 mois, 4 mois, vous n'avez toujours pas, parce que vous n'avez pas fait des examens prénuptiaux avant, il faut aller voir son médecin directement. Parce que peut-être qu'il y a 2 petits problèmes, peut-être simplement de conseils, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas à quel moment on peut faire des enfants. On ne fait pas les enfants à n'importe quel moment. Voilà. Donc simplement des conseils on peut donner. Donc je crois que la première chose, c'est lorsqu'on est un couple et qu'on a ces genres de problèmes, type de soucis, il faut directement aller voir son médecin et qui va
d'abord peut-être Voir déjà un gynécologue. qui peut vous orienter vers un gynécologue et qui, lui, peut prendre en charge votre problème, qui est peut-être un problème élémentaire. Il suffit, comme je viens de le dire, de conseiller la position des rapports. Simplement, il y a des gens qui, bon, les femmes qui ont comme on appelle des matrices rétroversées, il suffira de lui demander de pouvoir faire les rapports autrement, de se retourner, par exemple. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire et qui peuvent... Et puis, le problème, c'est quoi? Il y a des couples, je dirais, dont le mari a un horaire difficile. Oui, il n'est jamais là. Ah. Quand il revient, il est fatigué. Les marins, les aviateurs, les gens qui font des gardes de nuit. Et si c'est ces jours-là qu'il y a eu ovulation les soirs, même si vous revenez le matin, si vous n'avez pas fait des rapports gratuits, c'est raté. Donc voilà des petites choses qu'on peut faire et on passe aux médicaments. Il y a des médicaments. Ou alors, pour terminer, il y a l'assistance médicale à la procréation. Il y a toujours une solution. Docteur, pour finir, j'aimerais vous poser une question, pas pour faire une critique. Oui. Que diriez-vous de tous les praticiens qui affirment aider les femmes ou les couples à concevoir? Ben, écoutez, d'abord, je m'excuse beaucoup. Je n'aime pas répondre à ce genre de questions parce qu'en fait, nous n'avons pas la même façon de voir. Et ils font ce qu'ils font, mais nous avons ce qu'on appelle une médecine de preuve. Mais je crois que les praticiens peuvent... il faut vous dire d'abord une chose, que nous sommes minoritaires par rapport à eux. 90% de la population est prise en charge par les praticiens. Donc, c'est des gens bien qui doivent être là. Mon problème, c'est que j'ai toujours suggéré, c'est qu'on puisse se mettre ensemble pour voir dans ce qu'ils font. Partager les connaissances. Ah oui, partager les connaissances. Oui. Moi, mais je ne peux pas parler à leur place. Merci beaucoup, Dr Modia, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin gynécologue obstétricien, échographiste et spécialiste en fertilité. Vous êtes également professeur à l'Université d'État de Liège et vous êtes également administrateur, président fondateur de la Fondation des Anges. Cette fondation qui prend en charge et qui reçoit chaque jour des centaines de femmes qui viennent pour plusieurs problèmes, dont des problèmes d'infertilité. Même des dépistages, nous faisons des campagnes de dépistage gratuitement et nous nous occupons également aussi des enfants de la rue, les Koulouna. Et donc c'est en fait dans le cadre de cette fondation que nous avons développé ce qu'on appelle une association qu'on appelle les artisans de la non-violence, qui évidemment s'interpose lorsqu'il y a par exemple déjà ces relents de violence politique. Et donc bientôt vous allez nous voir sur vos écrans pour pouvoir demander à ces gens-là que nous n'avons plus besoin que le sang du Congolais coule. Donc on a trop vu, on a beaucoup vu du sang, mais il faut pas que ça continue. Ok, la fondation est également pour la paix. Pour la paix. Merci, Dr Modia, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et on se retrouve tout juste après 1001 questions santé. 5 conseils pour lutter contre l'infertilité grandissante. Faire des enfants avant 35 ans. Plus on est jeune, moins on aura la difficulté d'avoir un enfant. Il faut dans la limite du possible y penser plus tôt. Un conseil qui convient aussi aux hommes. Attention à l'environnement. Le tabac diminue considérablement les chances d'avoir un enfant. Il le divise presque par 2. Idem pour l'alcool et le cannabis. Une femme en désir de grossesse doit moins s'exposer à cet environnement nocif. Il faut donc consommer bio, manger des produits frais, limiter la consommation des charcuteries ou de viande grasse qui sont très polluées. Privilégier les matériaux inertes comme le verre ou l'acier inoxydable. Avoir de rapports sexuels réguliers sur toute la période du cycle de la femme et cesser de penser aux périodes d'ovulation. Chaque femme est différente. Son évolution ne commencera pas nécessairement le 14e jour du mois. Le meilleur moyen d'avoir un enfant est de répéter les rapports sexuels tout au long du cycle de manière régulière. Ne pas négliger l'aspect psychologique. C'est indéniable. La personne doit se sentir en sécurité dans son couple pour avoir un enfant. Il doit parfois faire appel à un spécialiste. Il faut définir et soulever les peurs et les blocages qui peuvent être liés à l'histoire que l'on a eue avec sa propre famille, qui peuvent être liés à la relation que l'on a dans le couple. Savoir quand s'inquiéter et quand consulter. Lorsqu'une femme a 35 ans passés, il ne faut pas trop attendre avant de consulter. Le couple doit voir un médecin dès 6 mois des tentatives infructueuses. Pour les autres plus jeunes, pas la peine de stresser inutilement, car le stress lui aussi accentue l'infertilité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission consacrée à l'infertilité. Je vous dis merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur B1 Télévision.